Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Paris avec Yeza Lucas. Bonjour. Bonjour Yeza, merci d'être venue. Avec plaisir. On va parler aujourd'hui de collectif de freelance avec Yeza. Je te laisse dire en 2-3 mots qui tu es. Ouais. Donc je suis consultante en communication digitale et coach en personal branding. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en termes de compétences, en tant que consultante, je propose donc des stratégies social media pour des entreprises, pour les aider à valoriser leur présence sur le web et les réseaux sociaux. D'accord. Et je fais également un petit peu d'opérationnel. Donc un peu de community management voilà, aussi. Exactement. D'accord. Et puis pour tout ce qui va, je fais aussi de la production de contenu dans ce cadre-là. Okay. Donc ça va essentiellement des articles, ensemble, ouais. Voilà, articles, interviews, newsletters. D'accord. Et puis je suis aussi coach en personal branding. Donc là, pour ça, j'accompagne et j'aide des entrepreneurs à développer, plus que développer, mais à mettre en valeur leur personnalité pour pouvoir se différencier dans un marché extrêmement concurrentiel. Donc en fait, c'est grâce à leur personnalité et non avec juste leurs compétences qu'ils vont pouvoir se démarquer. D'accord, ok. Ça c'est intéressant pour les freelances. Ouais. De travailler sa propre marque finalement. Exactement, c'est un gros travail sur sa marque personnelle. D'accord. Et donc, tu as aussi créé un collectif de freelance. Collectif de freelance, c'est un terme qui peut paraître un peu vague. En quoi ça consiste exactement ? Alors, c'est un collectif spécialisé dans les community managers, puisque c'est mon corps de métier. D'accord. Donc, il y a un collectif qui s'appelle CM for Good. Donc, d'accord. Comme community manager pour... L'idée, c'était de trouver un truc assez positif. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que je l'ai créé? Déjà parce que on a fait le constat avec d'autres community managers qu'on est tous dans des groupes Facebook, d'entraide, qui sont composés d'énormément de membres, mais qui sont souvent... des groupes qui sont souvent non chaleureux, qui n'apportent pas forcément l'entraide dont on a besoin. Oui. Donc moi, ce que je voulais, c'était pas créer une communauté nombreuse ni un groupe, mais un collectif dont le but est de pouvoir s'entraider et monter en compétences. Oui. Donc j'ai proposé à des community managers que je connaissais. Donc c'est moi qui les ai fondés, mais on est ensuite 4 au total à prendre des décisions. 3 autres. Ouais. D'accord. Et je les ai trouvés avec une formation que j'ai faite qui s'appelle Live Mentor. Et en fait, c'est des personnes de confiance avec qui j'ai décidé de pouvoir travailler sur ce collectif. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Un point toutes les 2 semaines. Avec un ordre de jour assez précis. Vous voyez ou vous faites plutôt Alors, Skype, on a une lyonnaise et 3 parisiens. Donc c'est pas toujours en présentiel. Non, c'est souvent en Skype. Okay. Et sur le coup, ce qu'on fait, c'est qu'on propose donc un ordre du jour à l'avance. Et pendant 2 heures, on va traiter de sujets qu'on a mis à l'ordre du jour. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, on l'a ouvert, on est 4 membres, on va dire, fondateurs. Oui. Et on l'a ouvert à d'autres community managers ou d'autres communicants qui souhaitaient le rejoindre, mais on l'a ouvert, mais de manière assez sélective. J'imagine bien, oui. Donc c'est vraiment l'idée, ce qu'on demande, c'est de l'implication, c'est-à-dire pouvoir être force de proposition dans le groupe, apporter sa veille, et puis participer au rendez-vous bimensuel. D'accord. C'est pas un investissement énorme non plus. C'est pas énorme, mais ce qu'on veut, c'est on voulait à tout prix éviter les membres fantômes. Parce que moi, l'idée, c'était quand j'ai créé ça, c'était pas d'avoir le maximum de personnes. Non, c'était un petit groupe avec une vraie cohésion. Voilà, une vraie cohésion. Si tu es motivé et que tu es prêt à apporter quelque chose au groupe, ok. Si c'est juste pour choper 2-3 informations et dormir le reste du temps, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que quand on est salarié, on a toujours un responsable ou des collègues qu'on peut consulter, dont on peut demander l'avis sur tel ou tel point. Et quand on est freelance, finalement, on se retrouve avec plus personne pour échanger. Ouais. Du coup, je vois bien l'intérêt que vous pouvez avoir à discuter ensemble toutes les 2 semaines sur ces sujets-là. Et on parle également de nos clients. Des problèmes qu'on peut avoir soit dans la relation client, soit dans les attentes du client. Et du coup, ça nous aide de confronter 3 voire 5 maintenant bientôt 10 points de vue différents sur une thématique ou sur un problème relationnel. D'accord, ok. Donc ça permet vraiment à la fois de monter peut-être en compétences techniques, mais aussi en compétences plus humaines, si on peut dire ça. Comment on travaille avec un client, comment on gère le lien qu'on a avec lui. Voilà, et comment budgéter telle mission, par exemple.
Ok. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, comment on fixe nos prix. C'est toujours délicat. Alors, c'est une grosse préoccupation. C'est une grosse préoccupation. Moi, si je sais que les premières fois où on m'avait posé la question, moi, je m'étais un peu fixée sur les prix que j'avais vus sur des plateformes d'échange, de freelance. Et puis après, à partir du tarif que je m'étais fixé, j'ai augmenté avec l'expérience. D'accord. Mais certains n'augmentent pas. Moi, je pense qu'il faut augmenter quand même. Oui. Mais, et il faut de toute façon pas partir de trop bas parce qu'on est un peu coincé quand même. Ouais, moi le conseil là comme ça que je donnerais, c'est jamais en dessous de 250 € la journée. Ouais. Malheureusement, on voit beaucoup de freelances qui sont en dessous de ces tarifs-là. Et à moins d'habiter chez papa-maman, c'est impossible. En tout cas, moi, tu vois, c'est compliqué financièrement. C'est ça. Moi j'habitais à Lyon, mais maintenant j'habite aujourd'hui à Paris. À Paris, j'ai un loyer à payer et qui n'est pas 250 € par mois. Et donc, on est obligé de mettre des tarifs plus élevés. Et puis, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. C'est que là, cette année, je me suis lancée. Donc, j'ai eu une aide qui s'appelle l'ACRE, qui m'a permis d'avoir... Exactement, qui m'a permis d'avoir moins de charges à payer. Mais chaque année, elle va être... Ça va augmenter. Exactement. Donc, il faut bien se préparer et pouvoir... préparer l'augmentation de ses tarifs en fonction de la baisse de cette aide. Oui. Sinon, tant pis quoi. Ouais. Et puis il faut aussi se baser un peu sur la valeur qu'on apporte aux clients parce que finalement, c'est pas juste une question de temps passé, c'est pas juste une question de charge. Évidemment, il faut qu'on calcule en fonction de combien on a besoin pour vivre, ça c'est hyper important. Mais derrière, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on va facturer, mais on sait que la prestation qu'on fournit, elle vaut plus de ce dont on a besoin. Donc c'est important aussi de pas dénigrer un peu ce qu'on propose et ce qu'on apporte aux clients. Exactement, parce que si on se dénigre, déjà en termes d'estime de soi, on n'est pas bien. Non. Et on va pas bien se vendre de toute Exactement, façon. Et puis après, on va devoir travailler surtout 2 fois plus parce que nos tarifs sont trop bas. Donc il faut facturer plus de jours. Voilà, et c'est pas toujours évident de facturer. Comme beaucoup de freelances le savent, et peu de salariés le savent, on ne travaille pas 28 jours ou 20 jours ouvrés. Non, c'est impossible, on a d'autres choses à faire que notre métier. Il y a l'administratif et puis il y a les aléas d'émission aussi. Il y a les aléas d'émission, il peut y avoir des retards dans les paiements. C'est sûr qu'il faut pas considérer qu'on va vendre 20 jours par mois systématiquement. C'est impossible, d'où l'intelligence de mettre des tarifs pas trop bas parce que ça compensera les jours où on ne travaille pas. Exactement. Et ça c'est capital. Mais le problème de beaucoup de freelance, c'est l'argent. C'est l'argent, ouais. C'est le rapport à l'argent. Ah mais oui, mais parce qu'en fait, beaucoup de gens, alors pas tous les freelances, mais une certaine partie c'est mis freelance par défaut. Et du coup, fonctionne avec une mentalité de salarié. Et en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand on est freelance, on a une partie de son travail qui est liée à son activité, mais on a une autre partie qui va être liée à sa comptabilité, une autre partie qui va être liée à son marketing. Et il faut comprendre qu'une activité de freelance, c'est comme une entreprise. C'est une mini-entreprise. Bon, d'ailleurs, ça s'appelle le statut de micro-entrepreneur pour ceux qui se lancent avec ce statut-là. Et du coup, on ne peut pas considérer que notre travail doit se limiter à la proposition de nos services. Complètement. Quand on est freelance, en fait, on a plein de métiers. On a plein de métiers. Et si on ne sait pas faire la partie marketing et négociation, c'est un énorme risque qu'on prend pour son activité parce que si on ne sait pas négocier, on ne vend pas. Et si on ne vend pas, on va avoir du mal à avoir des clients. On va avoir du mal à avoir des clients. Et sans clients, pas d'entreprise, quoi. Et donc, on recherche un autre boulot salarié. C'est ça. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment... il faut se poser la question, parce que je vois plein de freelances qui sont entre deux et en fait il faut soit vous vous dites je cherche un boulot et je le fais à fond, soit vous vous dites je me mets dans le freelancing et je le fais à fond. Mais il faut le faire parce qu'on en a envie, ça peut pas être un choix par dépit. Alors il y en a qui le font, mais le problème c'est qu'on ne pourra pas en vivre bien, on ne pourra pas en vivre tout simplement si on le fait par dépit. Parce qu'il faut avoir envie en fait, parce qu'il faut s'autodiscipliner, il faut s'automotiver. Si c'est un choix qu'on a fait qui n'était pas vraiment un choix, il y a peu de chances qu'on soit capable d'avoir toute cette énergie qui est nécessaire. Ça demande une énorme énergie d'autodiscipline.
Si on ne se lève pas le matin ou si on ne se dit pas je dois travailler sur ça, ça va être très compliqué. Parce qu'après on va tomber dans le cliché que les gens connaissent du freelance. La personne qui est sur son lit en pyjama, on peut faire ça et travailler. On peut faire ça, ouais. mais en fait, non, quand on est freelance, déjà on travaille plus. Parce que on compte pas nos heures. Et puis c'est vrai qu'on a toute cette partie en plus qui est invisible finalement. Et en fait, t'as pas de limite vraiment entre ta vie pro et ta vie perso. Alors oui, tu peux passer tes soirées, avec tes potes, tu peux passer le week-end en déconnexion, mais dans le reste de la journée, tout est mêlé. Par exemple, tu vois, tu prends une journée où tu vas à un événement de networking. Oui. C'est pas techniquement tu bosses pas, mais bon, c'est quand même du travail. Voilà, t'es dans un événement, tu parles de toi, tu dois quand même te vendre. C'est pas comme si t'étais avec tes potes en train de parler de vacances, tu vois. C'est vraiment, t'es tout le temps dedans, quoi. Donc quand tu fais ta veille, t'es tout le temps dedans. Et donc ça fait que c'est fatigant. C'est fatigant, puis surtout l'esprit ne respire pas finalement, on prend pas le temps de penser à autre chose. Il faut absolument, moi je m'en rends compte là avec presque 1 an d'expérience, c'est qu'il faut de temps en temps s'obliger à faire des pauses. Ouais. Parce que comme tu disais, on s'en rend pas compte, et puis à un moment on est devant son ordi et on se dit oula, j'ai juste envie de... perdu la créativité, la motivation. C'est ça, et puis même parfois... Ça m'est déjà arrivé un matin, tu ouvres l'ordi, t'es là, ok, en fait, j'ai juste envie de le fermer. Et quand t'arrives là, tu te dis, bon, en fait, non, je crois que je vais juste accepter de prendre mon après-midi, penser à autre chose et redémettre correctement demain matin. Ouais, c'est important. Ça fait partie de la discipline. Hein. Oui, c'est très dur. Il faut travailler quand il faut, mais il faut aussi savoir mettre un peu le haut là. Mais exactement. Et pour moi, tu vois, c'est quelque chose qui est le plus difficile. C'est pas difficile pour moi de me dire il faut travailler. Par contre, de me dire je dois faire une pause. Si on est fait trop. Je me dis ne pas travailler l'après-midi, mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce que le monde va s'écrouler. C'est un peu, alors, je suis pas narcissique à ce point-là, mais c'est un peu ce que je me dis finalement. C'est dur parce que tu te dis bon, je vais devoir lâcher prise et c'est pas facile, mais bon, pour le bien de ton entreprise et pour ton bien-être personnel. Et est-ce qu'avec le collectif justement vous réfléchissez à des méthodes d'organisation qui permettent d'être plus efficaces dans le temps qu'on consacre à son travail? Alors, on réfléchit, on peut le faire par rapport à des missions de community management, puisque justement, quand on est amené à réfléchir au devis et au contrat qu'un des membres propose à un client, on essaie d'évaluer ce temps-là, combien de temps ça prend, combien de temps ça va. Mais après, entre les membres que je connais dans ce collectif-là, ils sont assez organisés eux-mêmes. Okay. Donc je pense qu'ils arrivent globalement bien à gérer leur... C'est pas vraiment un problème aujourd'hui. Non, c'est pas un problème parce qu'en fait, surtout dans ce collectif-là, nous, la limite, la sélection, c'était qu'on demandait quand même un petit peu d'expérience. Ouais. Dans le freelancing, ou en tout cas dans le community management, donc c'est des gens qui savent déjà un petit peu s'auto-gérer. Et au-delà de ce côté entraide, échange de procédés, de techniques, est-ce que ce collectif, il commence à vous ramener des clients? Est-ce que ça vous crée un réseau un peu d'apporteurs d'affaires? J'aime pas ce terme. Mais... Non, alors pour le moment, non, parce qu'on l'a créé il n'y a pas très longtemps, mais on a effectivement une vision qui va nous permettre sûrement de proposer des formations, organiser des événements et donc là pouvoir générer des revenus. Et peut-être vous positionnez sur des plus gros projets sur lesquels un freelance seul n'est pas capable on y pense, c'est exactement ça. Donc pour le moment, là, on vient de lancer la page Facebook, on vient de lancer le compte LinkedIn. On a mis en place une stratégie social media sur laquelle on a une vision globale sur les objectifs du collectif. Okay. Et donc on va produire des contenus, des articles, des vidéos. Donc tout ça, c'est prévu. Là, on vient juste de le lancer. La stratégie de contenu, on l'a juste lancée là, au mois de mars. C'est tout nouveau. On mettra les liens sous la vidéo pour super. vous rejoindre dans le collectif. Et bon, super. Donc beaucoup d'entraide, certainement bientôt des clients. Donc toi, tu conseilles à tous les freelances d'essayer de se regrouper, de faire partie d'un collectif? Ça peut être intéressant de se regrouper par domaine de compétences ou domaine d'expertise. Parce que ça nous permet déjà de trouver des personnes à qui parler et d'avoir un cadre de réunion dans lequel on peut échanger sur ces sujets-là. D'accord. Donc ça peut être bien. Et puis c'est rassurant surtout. C'est rassurant de savoir qu'il y a des personnes qui font le même métier que nous, qui sont également free. Qui vont probablement se heurter au même genre de problème. Voilà, et surtout,
moi, une des valeurs fondamentales qu'on a instaurées, c'est la bienveillance. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des questions qui peuvent paraître nulles comme ça, mais au moins on les pose. Pas de questions stupides. Pas de questions stupides et tout le monde les pose et tout le monde ose les poser. L'idée, c'est qu'on a instauré un tel climat de confiance et de bienveillance en même temps que finalement on peut poser toutes sortes de questions. Et ce que j'aime bien, c'est que ce que je constate depuis que je suis freelance, on s'entoure beaucoup de gens la majorité des entreprises diraient qu'on est concurrents. Et en fait, non, nous, on cherche plus à être partenaires. Je trouve qu'il y a une bienveillance et une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut se regrouper et que ça soit bénéfique. En fait, oui, parce qu'on pourrait penser au premier abord que, par exemple, 2 community managers sont en concurrence. Je prends l'exemple de community manager parce que c'est un secteur que je connais. Voilà. Mais en fait, non, parce que chaque community manager, tu vois, a ses spécificités. Dans le groupe, nous, dans les 4 membres cofondateurs, on a une personne qui est spécialisée dans le secteur de l'éducation et en termes de compétences. Donc vous avez quand même vos spécificités qui font que vous marchez pas dessus. On ne se marche pas dessus, on n'a pas les mêmes clients et du coup, non, il y a toujours des missions où ça peut parfois être entre guillemets plus concurrentiel, mais on est quand même, comme on est amis aussi. On se vole pas les missions, on en parle. C'est important ça. Donc ça évite de pouvoir d'avoir des mauvaises relations. D'accord, bon parfait. Pour finir, c'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance, qui décide de devenir freelance? Qui décide de décider par choix? Par choix, voilà, qui se dit pas bon, je n'ai pas trouvé de travail. Quelqu'un qui a envie de se lancer, qui hésite, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors déjà, je pense qu'il faut qu'il apprenne, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut qu'il apprenne à accepter de s'auto-former. Oui, parce que c'est énorme, c'est vraiment un atout essentiel. On apprend tout le temps et il faut pour améliorer ses compétences. Surtout dans les métiers du digital qui sont les plus concernés par le freelancing. Ça change tout le temps, tout le temps, donc on est obligé de s'auto-former. Et après, dans les conseils, c'est vraiment, il faut... alors ça peut paraître bateau, mais il faut perdurer, persévérer. Persévérer, voilà, c'est le même chercher. Persévérer, parce qu'en fait, on ne va pas toujours voir les résultats tout de suite. Parfois, on va galérer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans rien voir. Et en fait, ça vient après. Donc vraiment persévérer, c'est super important. Moi, c'est les conseils de base que je donnerais. C'est très bien. Et merci beaucoup, Yeza, d'être venue répondre à mes questions. J'espère que les conseils vont vous aider à aller plus loin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Yeza. Merci.